Alors, cette table ronde, elle vient de MinPlus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas MinPlus, c'est un réseau qui regroupe les trois associations d'alumni d'Albi, d'Alès et de Nord-Europe, donc feu l'île d'Oué, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le nouveau terme. Donc, pourquoi ces trois associations fonctionnent ensemble? Mais on en parlait il y a quelques minutes, c'est parce que historiquement, ce sont les petites mines et qu'ensemble, ça nous permet de proposer de nouveaux services, d'avoir un réseau plus riche et d'organiser ce type d'événement. Et justement, ce type d'événement, il vient en complément d'une revue, un magazine qui s'appelle Minerai, que vous avez déjà peut-être reçu chez vous par le passé, ou en tout cas que vous recevrez peut-être à l'avenir. Cette revue, elle sort 2 fois par an. Elle s'attaque aux métiers liés au métier de l'ingénieur, au pluriel. Et on va débriefer ce thème avec des anciens alumni qu'on va aller interviewer parmi les trois écoles. Et à chaque fois qu'une revue sort, on va essayer de faire une conférence, une table ronde sur ce sujet-là, qu'on ouvre à tous les participants à tous les alumni de ce réseau. Donc ensemble, à peu près, ça doit nous faire 30 000 personnes, 30 000 alumni si on regarde les trois écoles. Donc voilà la raison de cette visioconférence. Aujourd'hui, je vais être avec 5 contributeurs qui ont participé, qui ont proposé un article dans cette revue. Donc je les laisserai se présenter dans quelques minutes. Au niveau de MinPlus, toujours, tant que j'y suis, je me permets aussi de vous parler d'autres actions que le réseau fait ensemble avec les trois écoles. Il y a les groupes géographiques, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de cette action. Ce sont des groupes d'alumni qui sont en France ou à l'international et qui, selon leur localisation géographique, se retrouvent pour des événements locaux qui vont du simple after-work à une conférence sur un thème, ou à des soirées réseautage, à une randonnée. Le mois dernier, on a eu une initiation au curling dans un groupe suisse. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller sur les sites alumni de vos associations respectives. Bon, il y en a certains, je suis prêt à parier ça, qui ont peut-être perdu leur mot de passe depuis. C'est normal, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas à faire une demande de mot de passe et on vous renverra un lien pour générer un nouveau mot de passe sans problème. Et, euh, et voilà pour le fonctionnement des trois associations. Pareil, si je peux me permettre pour regarder souvent les bases de données de nos associations, n'hésitez pas à mettre à jour votre profil parce que ça peut changer. Comme le profil, vous le gardez depuis la fin de votre scolarité, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, à minima, l'adresse, par exemple, pour recevoir ce magazine chez vous. Et ensuite, souvent, la photo sur votre profil alumni a pu changer en quelques années, voire quelques décennies. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce profil-là. Je vais laisser les contributeurs se présenter. Je ne sais pas si on a le même ordre d'affichage de vos photos. Si moi, j'ai Robin en premier, si tu veux commencer, je t'en prie. Oui, bonsoir à tous. Je suis Robin Gonard, je suis un alumnus de l'IMT Nord-Europe, qui s'appelait l'École des mines de Douai quand j'y étais. Je suis directeur de la sécurité au travail pour le gouvernement de Guernesey. Donc, je suis le régulateur du gouvernement pour la sécurité au travail, les risques industriels et tout un tas d'autres choses, la protection du consommateur et la répression des fraudes aussi. Voilà. Est-ce que je peux te demander de rajouter ta promotion? J'ai oublié de le préciser. Oui, promo 99. Ça nous permettra de voir un petit peu l'échantillon ce soir de personnes. Merci. Moi, j'ai Clément après. Je ne sais pas si vous avez le même ordre. Bonsoir, donc Clément Chupin. Moi, je suis sorti en 2011 de l'école des mines d'Albi et actuellement, donc j'exerce le poste d'expert en responsabilité civile auprès des assureurs et des entreprises pour le compte du cabinet d'expertise Equad. Alors, un Douaisien, un Albigeois, Marion, à toi. On continue avec le Douaisis alors. Moi, je suis sortie en 2010 des mines de Douai. Et aujourd'hui, je suis responsable santé, sécurité, environnement chez Bonduel, dans la division fraîche, donc les salades en sachet et les salades traiteurs, taboulé, couscous et compagnie. Donc sur effectivement le périmètre Italie, Allemagne, France. Merci. Sandra.
pour venir mettre de l'équité. Bonsoir tout le monde. Mine d'Albi, ici, promo 2002. Donc pour ma part, je suis directrice HSE, audit et litige dans une grande entreprise de transport en messagerie sur le périmètre France. Parfait. Et Isabelle qui va venir départager. On n'a pas le micro. Bonjour, Isabelle, promotion 1996, donc mine de Douai à l'époque. Et je suis aujourd'hui responsable du HSE sur un dépôt pétrolier dans les Hauts-de-France. Merci. Donc, je rassure tout le monde, nous avons des Alésiens qui ont contribué à cette édition du Minerai. On n'a pas qui sont présents ce soir pour intervenir, mais ils sont bien présents dans la revue, et même s'il y a des Alésiens qui sont là en tant que spectateurs, n'ayez pas peur, les 3 écoles sont représentées. On va démarrer cette table ronde et je vais reprendre quelques mots de l'édito de cette revue pour démarrer. Juste avant, je vous préviens que cette revue, moi personnellement, je l'ai reçue hier à l'école des mines d'Albi. Donc, je pense que vous devriez la recevoir cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Ça vous permettra un petit peu d'approfondir les sujets qu'on va aborder ce soir. Et également, vous avez une version dématérialisée qui sera en ligne sur vos sites alumni. Je ne sais pas, sûrement dans la semaine ou semaine prochaine également. Donc voilà, je me permets de citer Mathieu Charbonnier, qui est le président de IMT Nord-Europe Alumni, qui parle du risque industriel comme étant quelque chose d'indissociable du progrès technique. La notion de risque industriel a vu sa perception et son acceptation évoluer avec la démocratisation de celui-ci dans tous les domaines. Et rappelons que les enjeux de la sécurité sont humains, matériels et également financiers. Nous, on s'est beaucoup servi de cette notion de triple enjeu pour élaborer l'article et la table ronde de ce soir. Donc, j'aimerais commencer à parler déjà du rôle que vous avez toutes et tous en tant qu'experts dans la sécurité industrielle et dans le risque industriel. Je voulais commencer avec Sandra, qui parlait du rôle et la manière dont il est perçu, comment ce métier est perçu dans... quand je te cite, je voyais que tu faisais référence dans l'article à un rôle parfois d'équilibriste et parfois de gendarme. Est-ce que tu peux peut-être détailler ce propos ? Oui, après, je pense que c'est quelque chose que dans ce domaine, on aura un peu tous vécu en contact avec les opérations et les différents services qu'on a au quotidien, puisque que ce soit du QSE ou du HSE, finalement, on a la chance d'être en contact aussi bien avec les gens de manière hiérarchique verticale que de manière horizontale. Et c'est vrai que aller aligner les objectifs et les enjeux de chacun tout en gardant en ligne de mire un côté pédagogique et parfois répressif aussi, faut se le dire, c'est pas tout simple. Alors après, s'il y en a qui ont des trucs et astuces pour le faire vite et bien, je suis toujours preneuse. Mais oui, équilibriste au quotidien. J'avais la conversation pas plus tard qu'aujourd'hui avec un directeur de mes agences qui me disait on va mettre de la ressource, on va faire plein de choses, et puis finalement, quel est le ROI de la sécurité en l'occurrence, puisque c'était le sujet de notre conversation aujourd'hui. Et le ROI sur le HSE, à nouveau, s'il y en a qui ont des idées sur le calcul du ROI, qui ont trouvé, je le prends. Sujet d'actualité. C'est ça. Moi, je me permets parce qu'on a tous les mêmes problématiques. On est en train, c'est le début, effectivement, d'essayer de contrebalancer justement le ROI. Qu'est-ce qu'on met dedans pour avoir un ROI corrigé, sans aller pour autant vers le gonfler les chiffres, par exemple, d'un potentiel accident de travail. Donc, si jamais, si on trouve une bonne formule, je ne me priverai pas de la partager, en tout cas la démarche, voir si elle peut être adaptée. Effectivement, l'idée est la même aussi, effectivement, de savoir valoriser ce qu'on empêche d'arriver. Exactement. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est un rôle qui évolue beaucoup, parce que même si même aujourd'hui vous en parliez encore, c'est que ça doit être quelque chose qui évolue beaucoup. Est-ce que depuis que vous êtes entré dans ce secteur, vous avez vu des évolutions, alors déjà dans la représentation du métier, mais aussi dans la législation, j'imagine, du secteur?
Alors, si on veut parler de législation, il y a eu quand même clairement une accélération des textes sur les dernières années. Toujours pour parler du quotidien, on va rester un peu sur le quotidien. Présentation sur les démarches RSE. Alors, dans le transport, on est très orienté sur carburant du futur, la décarbonation, etc. La présentation que j'ai faite aux équipes il y a 2 mois n'est pas du tout la même que celle que j'ai faite aujourd'hui, rien que parce que les lois mobilité, les lois climat, les ZFE, l'évaluation des biocarburants, des critères, etc. Tout ça, ça a encore changé en 2 mois. Donc, il y a quand même un paquet législatif qui est fort à différents étages et qui, effectivement, de mon point de vue, évolue très fortement. Hein, qu'on se parle d'ICPE, qu'on se parle de santé-sécurité, qu'on se parle de développement durable, de RSE, ça bouge beaucoup. Ok. Je voulais poser cette même question un petit peu à Isabelle. Est-ce que, quand on parle du risque et de la protection des travailleurs, précisément, est-ce que c'est quelque chose qu'on parle, est-ce que c'est mensuel, annuel, quotidien? Est-ce que c'est les trois? C'est quotidien. C'est quotidien. La sécurité, c'est tous les jours. Pour les travailleurs, que ce soit, c'est dans l'ADN, enfin, c'est dans notre quotidien. Dès qu'on a n'importe quel travail, les consignes qu'on donne aux opérateurs, on met toujours de la sécurité dedans. On ne peut pas faire n'importe comment. Dès qu'on fait appel à de la sous-traitance, si on fait beaucoup appel de la sous-traitance, on a des analyses de risque au départ pour justement éviter tout accident. Donc, tout travail demande une analyse et ça, c'est au quotidien et on vérifie et des autorisations de travail quotidiennes. Donc, c'est tous les jours. C'est tous les jours où on vérifie qu'on n'a pas quelque chose qui a évolué. Et pour rebondir sur la partie réglementation, pour être plus sur la partie, j'allais dire, industrielle et risque technologique, après ZF en 2001, on a des réglementations qui ont mis 7 ans pour aboutir et après, on a encore un certain délai pour pouvoir mettre en œuvre. Après l'accident sur moi en 2019, la réglementation a évolué en un an. Donc, en effet, l'évolution de la réglementation et la course à la réglementation, elle s'est développée, elle est va beaucoup plus vite aujourd'hui. Okay. Je voulais en parler plus tard, mais on peut l'aborder maintenant, justement, des grands incidents qu'il y a pu avoir, comme à ZF, justement. Souvent, quand il y a un incident comme ça qui, malheureusement, permet derrière de devoir innover, d'avoir de nouvelles solutions. Je crois que dans l'un de vos articles, je crois que c'était Sandra encore qui parlait qu'à l'époque, tu étais sur le campus d'Albi quand AZF s'est produit. Oui. Est-ce que tu as un souvenir de ce moment? Albi, à peu près 80 km de Toulouse, pour situer. Oui, à peu près. À peu près. Ah non, mais clairement, on était sur le parking en sortie d'école, en sortie de cours, quoi. On était quelques-uns, on a entendu un boom plutôt retentissant. On se demandait ce que c'était. On est retourné en salle informatique parce que c'était un peu moins connecté qu'aujourd'hui, quand même. Clairement. Et se mettre devant des PC avec d'énormes écrans très profonds. Et je me souviens d'avoir quelqu'un qui était rentré dans la salle à ce moment-là en disant « c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, il se passe un truc, etc. » Je m'en souviens extrêmement bien, effectivement. Est-ce que ça a pu jouer dans la représentation du métier? Est-ce que c'est quelque chose qui une fois, quand vous étiez encore étudiante, ça a pu changer votre orientation ou c'était déjà défini de base que vous alliez aller vers ce domaine-là? Alors moi, ça n'a pas été défini de base. Par contre, au moment d'AZF, je savais déjà que j'allais travailler dans la protection de l'environnement et un peu plus tard dans la protection des gens. J'avais déjà choisi mon option de dernière et quatrième année. Okay. Je dis ça parce que je crois que Marion avait clairement, elle, identifié et visé ce milieu quand je lisais l'article, le milieu, ce domaine-là. Oui, ça n'a pas été. Alors, il y a eu plusieurs choses qui m'ont mené au risque industriel. Ouais. Il y a déjà un côté curieux de ma part, parce que, et ça c'est une question de tempérament personnel, je n'avais pas envie de me fixer sur une seule technologie ou un seul domaine technique. Et donc effectivement,
ça me permettait, en tout cas, j'avais vu cette clé d'entrée-là pour pouvoir voir plusieurs secteurs dans ma carrière sans entrer directement par seulement le génie civil, entre guillemets, ou seulement le génie mécanique. Et puis après, effectivement, c'était le côté prévention. Alors, j'avais pas été tant marquée que ça par des grands accidents. Mhm. J'ai pas de souvenir précis de telle chose qui m'est décidée, mais par contre, effectivement, philosophiquement, c'était, même si je rejoins ce qu'a dit, enfin, l'introduction que tu as faite de l'article de Sandra tout à l'heure sur le fait qu'on est parfois vu comme un gendarme, c'est une représentation qu'on a déjà dès l'école. En fait, ceux qui choisissent la protection de l'environnement et les risques industriels, on est très bien vu, mais il y a déjà un certain stéréotype de tu vas être la personne qui va empêcher la route de tourner. Mais c'était le côté préventif et le côté philosophique de se dire qu'on était là pour être avant qu'un accident n'arrive. Et puis, effectivement, ça demande de l'énergie, mais que l'idée de protéger les gens était pour moi, effectivement, clairement un but en soi. Ok. Ouais, je te remercie pour cette intervention. On a Éloi Juteau dans le chat qui nous dit qu'il est intervenu chez AZF et que c'était un grand moment. Peut-être que tu peux demander la parole. Parfait. Est-ce Je ne sais qu'on pas commence si à vous avoir plus? m'entendez. Oui, très bien. On vous entend très bien. Oui, oui. Oui, donc Éloi, je suis sorti en 86 de Douai, IMT Nord-Europe. Et au bout de 3 ans, je me suis trouvé un petit peu par hasard dans ce métier d'expert de compagnie d'assurance et dans un cabinet spécialisé en risque industriel. Et depuis 10 ans maintenant, je suis expert d'assuré, c'est-à-dire j'assiste des entreprises après des sinistres. AZF, effectivement, c'était une grande expérience pour tous les experts de compagnie d'assurance, puisque beaucoup d'entre nous y sont intervenus. Moi, j'intervenais comme expert pour les assureurs de SNPE, qui étaient nos voisins. Et donc, on a vraiment touché du doigt ce qu'est le risque industriel, qui de toute façon existe et existera toujours, puisque les assureurs sont là aussi pour mesurer les risques et puis les couvrir quand le risque se produit. Donc, c'était un petit peu le sujet de ce soir, c'est le risque industriel à grande échelle et je pense qu'il faut l'intégrer dans la gestion des entreprises, alors que ce soit des incendies, des catastrophes naturelles ou une explosion de cette ampleur. C'est un paramètre dont chacun doit tenir compte dans sa vie en entreprise. Nous, on le voit uniquement côté sinistre. Je vois les sinistres tous les jours, mais chacun d'entre vous, dans votre vie quotidienne, vous devez un petit peu en tenir compte dans vos actions et vos réflexions. Ouais, merci pour ce témoignage. Ça me fait faire une petite passe décisive à Clément, qui j'imagine, a dû se reconnaître un petit peu dans ce que vous disiez au niveau de l'assurance. On en parlait au début, le risque industriel, c'est un triple enjeu, dont l'enjeu financier. Donc, au niveau de l'assurance, c'est surtout le après qui compte, qui compte. C'est ça. C'est ça, en fait. Comme ça vient d'être expliqué, la plupart du temps, on intervient après sinistre. En fait, on est mandaté après sinistre, on est mandaté sur site pour, d'une part, expertiser, donc on va dire chiffrer ce qui s'est passé, mais aussi et surtout derrière, entrer dans une démarche de recherche de cause et de responsabilité au définitif. Mais malgré tout, surtout sur des incendies ou des accidents qui ont lieu dans certaines entreprises industrielles, on a aussi un rôle derrière de prévention, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec les entreprises après, avec justement des personnes du HSE ou d'autres services pour donner mon avis sur la politique qu'ils souhaitaient mettre en place à la suite des accidents qui avaient eu lieu. Donc ça a clairement un rôle et ça fait avancer Ça peut, oui, les tout choses. à fait. Est-ce que justement l'expertise aussi, elle a évolué? Est-ce qu'avant, on prenait en compte seulement le bâtiment et maintenant on va aller sur vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, sur les machines? Est-ce que sur les, je sais pas, 20-30 dernières années, il y a eu une précision dans l'expertise? Alors, dans le risque industriel pur, si on prend par exemple sur Toulouse avec tout l'aéronautique ou toute la mécanique de précision qui peut intervenir, on a des outils de production qui coûtent de plus en plus cher et qui sont primordiaux par rapport, je dirais, au bâtiment même. C'est pas il y a un incendie dans le bâtiment va coûter peut-être 10% à reconstruire. Par contre, des machines qui sont parfois faites de façon unique coûtent bien plus cher.
Et surtout, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la perte d'exploitation. Donc, c'est la perte pour l'entreprise ou pour ses clients. Et donc, des retards de livraison, des pénalités, des pertes de marché, etc. C'est peut-être le plus dur à chiffrer, justement. Oui, alors ensuite, ça c'est vraiment, moi je suis expert technique, je vais le préciser. Ensuite, il y a vraiment des experts financiers qui sont mandatés, accrédités et de formation, experts comptables ou contrôleurs de gestion et qui, eux, sont spécialisés là-dedans. D'accord. Je ne sais pas si je peux dire un petit mot éventuellement. Si, bien sûr. Parce que hier, avant-hier, je faisais de la formation de jeunes experts d'assurance en perte d'exploitation. Donc, effectivement, je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Clément, c'est que donc j'étais à la Compagnie des experts, qui est notre organisme professionnel, où je suis formateur et j'écris aussi dans notre revue professionnelle qui s'appelle la revue d'experts. Et par rapport à ce que tu viens de dire, la perte d'exploitation, effectivement, c'est vraiment le souci majeur des entreprises et puis des régleurs de sinistres. C'est un des domaines dans lesquels j'interviens le plus, puisque les entreprises savent quel est l'enjeu s'il y a un sinistre sur un bâtiment, sur des machines, on peut les chiffrer. La perte d'exploitation où tout le monde est en flux tendu, où on a de plus en plus d'interactions avec des entreprises françaises et étrangères, le moindre sinistre peut avoir des conséquences 10, 20 fois plus importantes en matière de perte d'exploitation que les dommages matériels. Le ratio perte d'exploitation sur dommages directs, je l'avais connu en 1997, quand j'étais intervenu sur l'incendie d'Eurotunnel, où on avait peut-être à l'époque 500 millions d'euros de francs de dommages et 2 milliards de pertes d'exploitation. Donc, comme vient de le dire Clément, c'est l'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, le plus conséquent et sur lequel il faut avoir le plus de prévention, prévoir un plan B pour tout ce qui est critique dans la vie d'une entreprise. Je regrette de ne pas avoir ce soir Olivier Bazerque, qui est également dans le domaine, qui devait être là, mais qui ne peut pas être présent. Je crois qu'il précisait dans son article, pour faire un petit bond en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure, que lui, le milieu de l'assurance, ce n'est pas quelque chose qu'il avait visé de base. Je crois qu'il était promotion 2000 ou 2001, et jusqu'en 2009, il travaille dans un autre secteur. Il a voulu se rapprocher de sa région natale. Et finalement, avec des refus, il s'est finalement retourné vers ce secteur-là. Est-ce que Clément et même Éloi, c'est quelque chose qui vous, pareil, est-ce que vous l'aviez déjà imaginé dès votre formation ou c'est venu plus tard sur le tas? Non, je dirais pour ma part, c'est venu plus tard dans le sens où, notamment dans tout le sud-ouest, on se retrouve rapidement à, si on est mécanique, matériaux, etc., on se retrouve rapidement catalogué ou orienté vers l'aéronautique ou de la sous-traitance ou des choses comme ça. Le fait est que je ne souhaitais pas forcément cantonner à ça, et donc c'est à la suite justement d'expériences dans le domaine automobile, aéronautique ou industriel que je me suis tourné vers ça par hasard au départ. Et puis ensuite, c'est surtout quand on m'a annoncé que on côtoyait tous les domaines. On côtoyait aussi comment dire, du bâtiment, on côtoyait de l'électricité, on côtoyait du matériau, de la mécanique, on côtoyait, on devait jongler avec des chiffres, on devait aussi en même temps faire preuve de retenue, ne pas vouloir chercher tout le temps la vérité à tout prix, mais plus faire preuve de stratégie à d'autres moments. Donc, c'est quand même un travail qui est, à mon avis, assez peu connu et qui est quand même extrêmement complet. Ok. C'est super intéressant. Donc, il y a vraiment des passerelles à faire, même en milieu de carrière. Oui, clairement, clairement. Oui, en fait, c'est un métier. Moi, je suis tombé dedans par hasard au bout de 3 ans dans l'industrie. Je suis rentré dans un cabinet, enfin des grands cabinets en risque d'entreprise. Et c'est vrai que comme dit Clément, c'est un métier passionnant parce que chaque jour, on change d'entreprise, on change de métier. On doit s'intéresser à tous les domaines de l'entreprise. Pour des gens comme le cabinet Quad chez Clément font beaucoup de responsabilités civiles. Donc, très souvent, les experts sont très pointus dans un domaine pour discuter sur un plan technique d'une façon assez poussée. Les experts qui font du règlement de sinistre sont généralement plus des généralistes, mais on doit avoir quand même une ouverture d'esprit qui nous permet de nous intéresser à tous les domaines et comprendre très rapidement. Il faut être assez modeste et dire qu'on est là pour apprendre et pour comprendre, ce qui est quand même un des qualités propres des ingénieurs, c'est plus de comprendre que de savoir. Mmh.
Oui, clairement, je crois qu'Olivier disait ça justement, le socle de connaissances qu'apportent les trois écoles, c'est clairement une belle porte pour ces milieux-là. Exactement. On parlait tout à l'heure d'incidents qui ont bouleversé le secteur. J'aimerais faire parler Robin et ouvrir en même temps un gros chapitre, c'est celui de la COVID-19. J'imagine que vous avez tous été impactés dans vos métiers par ce secteur-là. Robin, toi, j'imagine que ça a été un peu plus particulier, vu que tu vis à Guernesey. Comment tu as vécu ça de l'intérieur dans ton métier? Alors, juste pour donner un petit peu de contexte, Guernesey, c'est une petite île de 63 000 habitants qui est au large du Cotentin, de la Bretagne, donc très près de la France, mais en fait qui est une dépendance de la couronne britannique. Le modèle réglementaire à Guernesey est un modèle britannique. Qui est un petit peu différent de ce dont on parlait, mais d'une manière générale, nous avons aussi toute une partie de prévention. Mais d'une manière assez nouvelle, on a commencé maintenant à travailler avec d'autres services, particulièrement donc la protection de la santé publique à Guernesey, pour intervenir sur les entreprises pendant la pandémie COVID-19. Donc, ça a été quelque chose d'assez nouveau parce que dans le passé, nous ne serions jamais inquiétés de la grippe, par exemple. Et c'est quelque chose dont nous avons été contraints peut-être par notre gouvernement d'intervenir. Et donc en particulier pour faciliter la réouverture des entreprises, en particulier pour regarder aux risques sanitaires dans les entreprises, donc qui était quelque chose qui n'était pas notre fonction première, mais il a bien fallu qu'on apprenne. Donc j'ai une équipe d'inspecteurs qui a commencé à regarder à des choses comme la ventilation dans les entreprises, des choses qui étaient toujours dans la vieille réglementation, mais qui regardaient en gros à ce que la qualité de l'air soit à peu près correcte dans l'entreprise. Et maintenant, on a soudain commencé à regarder comment est-ce qu'on fait pour que non seulement on n'ait pas de contaminants dans l'entreprise, mais en particulier qu'on n'ait pas de virus dans l'entreprise, que les gens, quand ils sont atteints du Covid et qu'ils ne savent pas comment ils vont pouvoir transmettre, quelle distance ont besoin d'être les gens des uns des autres, en particulier donc les équipements individuels de protection, les masques, quel impact ça a sur la transmission, qui sont toutes des choses qui sont un petit peu difficiles pour un inspecteur du travail qui normalement s'occupe plutôt de choses plus variées, de risques industriels que j'appellerais peut-être durs, des choses qu'on peut mesurer. Et c'est plutôt difficile de travailler avec les virus parce que c'est quelque chose, à part de l'inspection de laboratoire, que nous n'avions jamais fait. Donc, ça a été une nouvelle phase, en fait, dans la réglementation. Et nous avons, en plus, été obligés d'utiliser la réglementation existante. Donc, qui a été très intéressant, puisque nous avons fait de la réglementation sur la base simplement de la maîtrise des risques et de l'évaluation des risques au travail. Et nous avons poussé les entreprises à incorporer leur étude de risque, à incorporer les risques sanitaires comme une partie de leur étude de risque. Ce qui veut aussi dire que la pandémie Covid, nous avons eu, nous y sommes toujours, mais aussi que les entreprises maintenant se préparent pour le futur, puisque dans le futur, il y aura sans doute d'autres problèmes, d'autres virus, peut-être plus ou moins dangereux. Et donc, maintenant que les entreprises sont parties dans une direction de la maîtrise de ces risques sanitaires, nous nous attendons à ce que ça continue et qu'on commence à s'inquiéter d'autres mesures de risques sanitaires. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est plutôt commun maintenant sur les îles anglo-normandes et sur le Royaume-Uni. Je ne sais pas par rapport à mes collègues qui sont dans les entreprises françaises ou européennes, quels sont vos moyens. Est-ce que vous êtes aussi pris dans le Covid ou est-ce que vous continuez comme avant? Est-ce que vous êtes revenu à
à votre protection industrielle, à vos risques industriels classiques, nos engins de manutention et nos substances dangereuses, les sites Seveso, etc. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir, sinon j'avais une petite question. Je pense que, enfin moi, pour le retour d'expérience que nous, on a au niveau du groupe et les échanges qu'on a entre collègues, on a en effet en France, sur certaines régions, des inspecteurs du travail qui ont eu la même problématique et qui sont venus aussi vérifier sur la ventilation et sur des règles existantes où, excusez-moi, on s'était peut-être pas posé la question de vérifier et de mesurer, parce que là, en effet, des mesures nous ont été demandées et des modifications de bâtiments pour pouvoir respecter ces réglementations existantes. Ça, au moins localement. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même toujours, donc la pandémie nous avait été prise en compte, elle a déjà été prise en compte, je pense que c'était je vais dire entre 2010, 2008, quand il y avait eu une grippe, je ne sais plus laquelle. La grippe H1N1. Voilà, la grippe H1N1, où on avait commencé à faire des plans de continuité. Puis aujourd'hui, on peut aussi des fois nous demander en prévision de sinistre, justement, pour limiter les pertes d'exploitation. Donc, c'est des plans qu'on a réactivés et qu'aujourd'hui, on réactive beaucoup plus. Et on prend ces problèmes virus ont été bien sûr pris en compte dans nos analyses de risque santé documents uniques dans nos entreprises. Et ça fait partie des mises à jour que l'on fait et que l'on fait régulièrement. On voit que la pandémie et même les précédents virus ont eu un effet d'accélérateur, j'ai l'impression, clairement sur votre secteur, votre métier. Marion, Sandra, vous l'avez ressenti aussi? Il y a eu un avant-après Covid, enfin même un pendant, en fait. Alors, il y a eu un pendant, c'est certain, qui était un véritable cauchemar. Ça, c'était chercher des réponses à des questions, qu'on nous demande des réponses qu'on n'avait pas encore sur comment s'adapter, comment mettre en place. Moi, en tout cas, à ce moment-là, dans le poste où j'étais, ils avaient eu à faire face avant à H1N1 aussi, et donc ils avaient des stocks de masques. Pour l'anecdote, effectivement, qui étaient restés dans les archives. Donc, on était content de les ressortir, mais on s'est vite aperçu que ça n'allait pas suffire pour le temps que ça allait durer. Qui étaient périmés. Qui étaient périmés, c'est ça, qui étaient périmés, qui étaient là, et en même temps, est-ce qu'on les utilise, on les utilise pas? Bon. Et puis, évidemment, tout le monde a eu peur, tout le monde a eu besoin d'être rassuré, tout le monde a eu besoin de ne pas venir au travail ou de venir au travail. Entre ceux qui sont effectivement sur les lignes et puis les fonctions administratives, ces arbitrages-là ont été compliqués. Pour ce qui est de la prévention du risque même, par contre, ça nous a appris toujours à être dans ce rôle d'équilibriste, c'est-à-dire de vouloir protéger effectivement les personnes et en même temps devoir faire aussi tourner le business, parce que à ce moment-là, en tout cas quand la pandémie a commencé, j'étais dans l'emballage alimentaire de grandes surfaces. Donc forcément, à ce moment-là, les grandes surfaces ont eu une consommation qui a explosé, donc notre production aussi. Et donc, à la fois, les personnes ne voulaient plus venir travailler parce qu'elles avaient peur, mais à la fois, on n'a jamais eu autant de commandes qu'à ces moments-là. Et donc, il a fallu trouver cet équilibre pour rassurer les personnes, pour mettre en place des choses qui avaient du sens. Il y a on a essayé d'éviter certaines aberrations, même si avec le recul, après, en fonction de ce qu'on apprenait pas, probablement qu'on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent un déclin, même si on sent les gens marqués. Moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, que la sortie de crise nous garde quand même une certaine leçon, c'est-à-dire que ce soit la grippe, que ce soit n'importe quel virus, maintenant les gens sachent aussi se protéger, autant pour eux-mêmes, parce qu'il y a aussi une dimension individuelle, parce que c'est aussi des individus qui viennent travailler, que pour la protection de leurs collègues et le bien vivre tous ensemble dans les grandes lignes, plus le risque que c'est de faire circuler un virus dans une entreprise. Donc, moi, j'espère ça, qu'on ne revienne pas complètement à comme avant, et qu'il ne faille pas activer un plan de continuité seulement quand le pic est trop fort et ou national, quoi. Qu'on en tire les leçons. C'est ça. Je me demandais, Robin, avec ce cas particulier qui a vécu la pandémie de manière insulaire, si je peux dire,
Est-ce que les vagues de Covid ont suivi plus quelque chose qui ressemblait à ce qui s'est passé au Royaume-Uni, plus ce qui s'est passé en France, où il y a vraiment eu un cas très particulier de manière dont les vagues sont arrivées sur l'île? Ça a été assez spécifique parce que nous avons d'abord un très bon contrôle de nos frontières et des mouvements aux frontières. Donc, ce qui veut dire que nous avons eu toute une période après à peu près le mois de mai 2020 jusqu'au mois pratiquement de janvier 2021 où nous n'avons pas eu de cas. Donc, ça veut dire que l'île a été pratiquement entièrement ouverte à toutes ces activités industrielles. C'est peut-être un petit peu exagéré, nous n'avons pas beaucoup d'industrie, mais c'est surtout beaucoup du bâtiment, travaux publics, parce que nos résidents qui avaient un petit peu d'argent, qui normalement l'auraient dépensé en voyageant et en allant partout dans le monde, sont restés sur l'île, et donc ils ont amélioré leur maison. Ils ont ajouté des extensions sur la maison, ils ont ajouté des nouveaux toits, des vérandas, des piscines. Donc, il y a eu beaucoup de bâtiments et travaux publics qui se sont faits pendant cette période. Mais nous avons, pour ceux qui ne connaissent pas Guernesey, nous avons 3 îles. Enfin, nous avons aussi une petite île qui fait partie de Guernesey, mais nous avons aussi Sercq et Aurigny, qui s'appelle Alderney en anglais. Et ces îles font partie de nous avons comme un gouvernement fédéral. Une fédération, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on comprend peut-être mieux quand je l'explique comme une fédération. Donc, les îles ont chacune leur gouvernement, mais notre voyage entre les îles a été complètement libre. Donc, ce qui veut dire que nous avons été une petite bulle dans les îles anglo-normandes où nous avons pu voyager d'une manière interne entre nos îles, mais nous n'avons pas pu voyager vers l'extérieur. Et notre industrie touristique, qui normalement nous aurait amené une proportion de PIB d'à peu près 20%, n'a pas du tout fonctionné. Donc, ça veut dire que on a eu un impact complètement différent. La plupart des gens à Guernesey n'ont pas eu l'impression que certainement en 2020, jusqu'à ce que les vaccinations soient en place, que nous avons eu des restrictions particulières à part le voyage. Donc, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de liberté, qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui ont réouvert relativement rapidement, qu'on a eu un impact économique moindre, et aussi que nous n'avons pas eu d'entreprises qui ont licencié en masse en ayant perdu leur part de marché ou simplement leur marché. Donc, nous avons été plutôt privilégiés à ce moment-là. Et après ça, en 2021, nous avons eu une période un petit peu différente où la fermeture de nos frontières a été beaucoup plus réduite. Et donc, nous avons laissé beaucoup plus de gens venir. Et on a eu donc beaucoup plus de cas, mais qui ont été, avec la vaccination, qui ont causé moins de problèmes. Donc, ça veut dire que à nouveau, l'activité économique a continué d'une manière relativement stable. Nous avons eu une deuxième période de lockdown, comme on l'appelle, de confinement pendant environ un mois en janvier et février 2021. Et depuis, nous n'avons plus de confinement. Donc, nous avons quand même été plutôt libres à Guernesey. Et nous avons été plutôt moins impactés que le Royaume-Uni. Et je pense que je me souviens plus si je l'ai mis dans mon article, mais nous avons eu au total 17 morts. Donc, c'est un chiffre très, très faible, même pour une population de 63 000 habitants, qui en gros est 1/1000 de la population française. En gros, on compare, ça ferait 17 000 morts. Donc, ça fait un chiffre quand même très, très faible. Voilà. C'était j'allais dire que les statisticiens parmi vous ne m'attaquez pas, c'est des statistiques de CM2 à peu près. Donc, voilà. Ok, c'était très intéressant ce point de vue-là. Je vois Éloi qui lève sa main, qui voudrait participer. Oui, si je pouvais juste dire un petit mot, puisqu'on parle de risque d'entreprise, de risque industriel. Le Covid a entraîné
un grand débat chez les experts, les assureurs, les courtiers, enfin tout ce qui est lié au risque industriel. Bon, le principe de l'assurance, c'est de couvrir des entreprises, en l'occurrence des entreprises, après un sinistre, c'est-à-dire un événement, suivant la terminologie, imprévisible, irrésistible et soudain, c'est la définition d'un sinistre pour les assureurs. Là, on a eu quelques interrogations qui vont tous nous intéresser dans nos vies d'entreprise. La première chose, c'est que il y a des questions sur la possibilité d'assurer des risques nouveaux, c'est-à-dire que un assureur jusqu'à maintenant assurait un incendie, un dégât des eaux ou une catastrophe naturelle, c'était assez maîtrisé. Aujourd'hui, on se retrouve à un risque dont les assureurs ne maîtrisent pas forcément l'enjeu, le risque financier, puisque sont destinés à garantir et à trouver un équilibre entre ceux qui sont sinistrés et ceux qui ne le sont pas. Le deuxième sujet, c'est que le principe de l'assurance, c'est une mutualisation des risques, c'est-à-dire que tout le monde paye et on indemnise ceux qui sont touchés. Là, on s'est retrouvé dans un événement dans lequel tout le monde a été touché. Donc, comment couvrir un sinistre si tout le monde est touché et si la prime des uns ne couvre pas le sinistre des autres? Et ça, ce sera une grande réflexion sur l'avenir, sur un autre événement universel qui peut arriver, c'est une large cyberattaque pour lesquelles les assureurs aujourd'hui ont des grandes réflexions sur comment les assurer. Bon. Une troisième réflexion, c'est que habituellement, les assureurs garantissent des pertes d'exploitation après des dommages directs, c'est-à-dire que votre usine a été affectée par un incendie, vous avez une perte d'exploitation. Aujourd'hui, on est sur une perte d'exploitation après un événement qui n'est pas un dommage, un dommage à la nature de l'entreprise, mais un événement extérieur qui arrête toute l'économie, qui arrête un pan de l'économie, qui arrête la totalité des mouvements des biens et des marchandises et des personnes. Donc tout ça, ce sont des réflexions qui ont fait l'objet de débats. Moi, je suis là pour assister, défendre les assurés quand ils ont des sinistres, donc j'ai mes contradicteurs qui sont les assureurs et leurs experts. Néanmoins, je suis obligé de faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis de mes clients parce que c'était aussi l'objet de polémiques un peu excessif parce que comme toute polémique qui arrive dans les médias, les spécialistes, chacun dans son domaine, se rendent compte qu'on dit tout, n'importe quoi et son contraire sans que ce soit tellement fondé. Beaucoup de gens ont protesté en disant « mais j'ai un problème, j'ai une perte d'exploitation, je dois être assuré ». La plupart des gens ne l'étaient pas. Les pertes d'exploitation après des fermetures administratives ou après le Covid, en principe, ne sont pas assurées. Ceux qui l'ont été de façon exceptionnelle sur 2-3% des contrats d'entreprise. Néanmoins, tout le monde a été touché. Donc, est-ce que c'est à l'État, avec les aides de l'État, de couvrir ce genre de risque ou est-ce qu'on peut estimer que les assureurs doivent intervenir? C'est encore un sujet. Donc, par rapport à tous ceux parmi vous qui sont confrontés aussi à des questions de risque industriel et par conséquent de couverture du risque industriel, c'est un grand débat qui est ouvert, qui fait l'objet de grandes discussions entre tout le milieu de l'assurance chaque année à Deauville où on a un grand congrès annuel, mais ce sont des discussions, il n'y a pas de solution idéale ou définitive. Je te voyais acquiescer parfois, Clément, sur ce sujet croisé du Covid et des assurances. Tu voulais réagir peut-être? Non, ça fait partie en effet des risques et c'est compliqué. Mais par contre, oui, avant sur les assurances, en effet, suite à d'autres risques industriels, mais la plus factuelle des accidents, en effet, je rebondis sur ce qui avait été dit avant. Pour nous, les assureurs sont vraiment aussi un partenaire au niveau prévention, parce qu'on a parlé du côté financier. Donc, il y a le côté financier, perte d'exploitation en cas de sinistre. On a aussi le côté financier avant des assurances. Qu'est-ce qu'on assure, combien, enfin, la partie économique d'une assurance avant et après, quoi. Et quel est le risque et quel est le partage, et avec le retour d'expérience des assureurs qui ont aussi une vision plus large que juste une entreprise, quoi. Donc, ça fait partie des partenaires, j'allais dire, sécurité de l'entreprise économique. C'est bien qu'on puisse avoir les trois volets ce soir, des personnes qui représentent justement l'assurance et aussi la prévention. Je voulais vous poser une question tout à l'heure, je la pose avant d'oublier, c'était alors, j'y ai pensé quand on parlait du
de la Covid. Au niveau des effectifs des équipes, est-ce que vous avez vu des changements? Est-ce qu'il y a eu des augmentations suite à cet épisode de pandémie? Alors, je m'adresse à tout le monde, personne en particulier. Je dirais plutôt que pour mon service dans le gouvernement de Guernesey, nous avons eu plutôt une réduction des effectifs puisque nous avons eu des gens des inspecteurs ou des contrôleurs qui ont été, qui ont sans préciser des problèmes de santé, qui ont donc eu qui étaient plus à risque. Et donc, l'organisation, non pas forcément à mon niveau, mais au niveau du gouvernement comme un employeur responsable, avait décidé que certaines personnes allaient travailler de chez eux. Donc, au niveau des effectifs de contrôle, nous avons eu beaucoup moins d'effectifs. Au niveau des effectifs, globalement, nous avons eu le même nombre de personnes, mais ce sont des gens qui ont fait donc du télétravail. Et donc, contrôler des entreprises en télétravail, c'est plutôt difficile. C'est pas impossible, mais c'est plutôt difficile. Donc, ça a plutôt été des contrôles de dossiers et tout le domaine administratif qui a été complété. Mais donc, ça, c'est mon expérience, mais elle est plutôt limitée puisque c'est plutôt une petite île et un petit service. Mais les contrôleurs en France ont aussi été, enfin moi pour ma part, beaucoup en télétravail, mais aussi beaucoup plus sur le terrain. Enfin, ils avaient des jours sur le terrain, donc nous, on a eu des contrôles justement pour savoir si des procédures Covid étaient respectées, spécifiques justement au Covid. Par contre, ce qui est des effectifs, si ta question c'est est-ce qu'on a augmenté nos effectifs en prévision de pouvoir pallier une pandémie ou des maladies, non, l'effectif il est resté stable avec en effet une baisse d'effectifs au moment des confinements les plus importants. Oui, c'est ça, nous, on a connu la même chose avec, pour effectivement l'anecdote, on a pallié par plus d'intérimaires parce qu'effectivement, on avait plus d'absentéisme. Et à ce moment-là, on avait d'autant moins de mal à trouver des intérimaires qu'effectivement, il y avait plusieurs secteurs qui étaient complètement à l'arrêt. Et donc, effectivement, ce n'était pas exactement les mêmes populations qui se présentaient, en tout cas que les agents d'intérim nous proposaient. Donc, on a été aussi une soupape, entre guillemets, pour le bassin local. J'allais rajouter qu'effectivement, ça dépend aussi du secteur d'activité. Moi, à l'époque, j'étais dans la partie logistique et prestations logistiques. Et clairement, en fonction du client dont on gérait les flux, on a des sites qu'on a mis complètement à l'arrêt en chômage partiel et d'autres qui, effectivement, étaient dans la grande distribution, où là, on a asséché les bassins intérimaires autour des sites parce qu'on avait des augmentations de production et de demandes qui étaient parfois même plus forts que ce qu'on a connu avant le Covid. C'est vrai que nous, dans le domaine de l'expertise, alors je pense que Éloi dira la même chose, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'une part, les assureurs ont mis vraiment sur le tapis l'expertise visio. Alors, il y en a qui l'acceptent plus ou moins bien, c'est plus ou moins bien vécu et plus ou moins efficace. On va dire que sur des expertises techniques, c'est difficilement envisageable. Derrière, par contre, le problème qu'on a rencontré et qu'on rencontre toujours, parce que là, faut pas se leurrer, la pandémie est toujours là. Et on peut toujours avoir des absences à pallier, c'est que on n'a pas d'experts en intérim. C'est envoyer des experts sur site, il faut que les experts soient formés. C'est minimum, on va dire, 6 mois à 1 an quand même pour former une personne. Donc là, on se retrouvait rapidement à devoir avoir vraiment des emplois du temps qui jonglaient, mais du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose c'est toujours le cas ou là déjà... C'est moins le cas. C'est moins le cas, mais on a toujours, on n'a pas augmenté les effectifs. Donc à partir de là, on peut avoir là récemment, la semaine dernière, il nous manquait 3 experts et donc on a dû se répartir une charge qui n'était pas forcément prévue. Juste suite à la tempête, enfin moi à titre privé, un expert pour un événement arrivé fin février, j'ai dû avoir un rendez-vous fin avril et il m'a répondu, de toute façon, si vous n'étiez pas là, il n'y a rien avant juillet ou août. Hein. On est à peu près au délai carte d'identité. Donc, vous êtes là, c'est bien, sinon, voilà.
Adressez-vous à Clément. Alors, moi, je vais juste préciser une chose. C'est vrai que, comme le disait Éloi tout à l'heure, on a tous différents. Il y a différents métiers au sein de l'expertise. Moi, je suis expert en responsabilité civile majoritairement. Donc, ça veut dire que je vais intervenir uniquement sur des sujets soit très techniques, soit aussi plutôt ce qu'on va appeler en défense des entreprises. C'est un autre métier de faire l'expert d'assuré ou l'expert de dommages qui va chiffrer à la suite d'une tempête, d'un dégât des eaux ou autre. Il n'y a pas un métier qui est mieux que l'autre, mais c'est deux métiers totalement différents. Oui, et puis même, même parmi les experts qui interviennent sur les sinistres, bon, ça c'est un petit peu dans des choix des assurances de considérer qu'il y a ce qu'on appelle des risques, pas des risques simples ou des risques courants, mais enfin des sinistres sur lesquels l'enjeu est plus limité, où effectivement on peut avoir des interventions après un mois ou un mois et demi, c'est en fonction du planning de l'expert. Bon, il ne faut pas vous inquiéter, vous qui êtes en entreprise, bon, c'est la spécialité de Clément et de la mienne. Quand il y a un sinistre un lundi, on me demande de prendre l'avion et le train le mardi matin pour être sur place. Et quand c'est un sinistre conséquent, un incendie ou autre, on est là sous 24 heures ou dans la journée. Donc, mais effectivement, il y a quand j'étais expert pour les assureurs jusqu'à il y a 10 ans, on avait des charges qui faisaient que tous ceux qui travaillaient pour des particuliers, quelquefois faisaient des expertises un petit peu à la chaîne et vous arriviez à voir votre expert le jour où c'était dans sa tournée. Ça pouvait être un petit peu après. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est peut-être encore plus le cas. Ouais. Je crois que Sandrine voulait réagir. N'hésitez pas. Ouais, je me sens. Alors, vous voyez, c'est plus vraiment sur les expertises, mais l'impact Covid que j'ai ressenti. Alors, je suis plus côté qualité que risque SST. Mais pendant toute la période Covid, c'était plutôt le fait d'être à distance et de manquer de mazotage auprès des nouveaux et de ne plus être là pour répéter des messages, plus suffisamment présent sur le terrain, en fait. Les formations, on a eu un an où il y avait quasiment plus de formation. Et la qualité et la sécurité encore moins, forcément, puisque ça sert à rien, c'est bien. Donc, je pense qu'on va le payer longtemps. Et encore, je travaille dans le nucléaire, donc on arrive quand même à vendre la sûreté nucléaire à toutes les sauces. Mais ça a été une période assez difficile malgré tout. Je rejoins assez Sandrine sur ce point-là, où aujourd'hui on a du mal à faire réenclencher des processus de formation parce que pendant longtemps ça a été bloqué. On s'est habitué aussi à ce qu'elle n'ait plus lieu. Donc organiser ce genre de choses, ça prenait du temps, etc. Et c'est sorti de nos routines. Donc en plus de ne pas les avoir eues pendant le Covid, moi je note le côté derrière reprise qui est clairement poussive. Et effectivement, pour les choses à ancrer et pour les choses, surtout les cultures, les choses qui sont vraiment un peu plus profondes qu'une application des règles strictes sur un risque qu'on a en face de nous qui est très concret. Là, on a perdu, clairement. Ouais, des causeries, des trucs comme ça, où avant on arrivait à enclencher ce genre de choses. Comme les réunions, on les fait plus, les causeries, on les fait encore moins. Donc tout ça, ça va être long à remettre. Ils se sont habitués à plus le faire. Ouais. Alors même que c'est un outil puissant pour la prévention des risques et effectivement éviter d'arriver à certaines catastrophes, même si effectivement sur des industries lourdes, les risques étant là tellement présents que là c'est vous qui êtes favorisés sur cet aspect-là. Moi, je suis assez choquée. Dans le nucléaire, la sécurité est forcément bien présente, au moins dans les risques nucléaires, mais quand j'ai vu des choses comme ce qu'il y a eu à Rouen il n'y a pas longtemps, j'ai un peu de mal à me dire que ça peut encore exister, ce genre de choses. En fait, il y aurait la même chose qui arriverait dans le nucléaire, on se ferait démolir, hein, alors que le nucléaire est dangereux, mais beaucoup moins que ce que l'on prétend, et qu'à côté de ça, une usine industrielle où il y a des risques latents et qu'il y a encore des choses comme ça qui arrivent, ça m'inquiète beaucoup. Si je peux revenir sur ce que Sandrine et Marion nous ont dit, ce que j'ai remarqué en particulier à Guernesey, ça a été les gens qui sont tous devenus des entrepreneurs, donc qui ont commencé leurs petites entreprises et qui ont aussi commencé des entreprises et
un petit peu de l'artisanat parfois, avec quasiment aucune mesure de sécurité, aucune mesure de prévention de risque parce que ils travaillaient chez eux, ils faisaient quelque chose qui était, ils faisaient des savonnettes par exemple. Bon, le fait qu'ils utilisaient beaucoup d'hydroxyde de sodium pour faire leurs savonnettes, ça ne les choquait pas de l'avoir et de le faire dans leur lavabo chez eux. Enfin, c'est le genre de choses qu'on a vu. Et donc, ça veut dire, bon, ça, est-ce que c'est de l'industrie? Bon, c'est peut-être un petit peu limite, mais c'est du travail. Donc, ça veut dire qu'ils sont au travail, donc ça veut dire que la réglementation du travail s'applique. Et qui sont, tout et pour tout, ils sont les chefs d'entreprise et qu'ils ont donc la responsabilité de la maîtrise des risques, de l'évaluation du risque. Et ça devient très intéressant quand on a ces discussions, puisque ce sont des gens qui sont très intéressés par leur business, par ce qu'ils font, par leurs produits, souvent, et qui n'ont aucune notion par rapport à la prévention du risque et aussi, donc, on pense du risque aux personnes. Bon, ils ont peut-être un risque aux personnes moindre ou en particulier un risque qui va les affecter eux, mais ils ne pensent pas du tout au risque chez leurs voisins, au risque sur l'environnement particulièrement, parce que les produits déchets ils vont dans l'égout. Donc, ça ne les gêne pas. Le fait que ça bouche nos égouts après ou que ça crée d'autres problèmes ou que ça finisse dans la mer à Guernesey, c'est quelque chose auquel ils n'ont absolument pas pensé. Donc, au niveau de la maîtrise du risque, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui sont dans des plutôt plus grosses entreprises. Mais dans les très petites entreprises ou les micro-entreprises, il y a d'autres challenges dans le risque industriel et la maîtrise du risque ou la maîtrise du risque d'entreprise que beaucoup de petites entreprises n'ont pas du tout sur leur radar. Donc, ils n'y pensent pas et ça ne fait pas partie de leur processus dans la formation de l'entreprise. Comment allez-vous maîtriser les risques de votre entreprise? Ce n'est pas une question qu'on demande à quelqu'un, à un entrepreneur, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous occuper de ces risques? Donc, c'est aussi quelque chose dans le service de la sécurité au travail où nous aidons les petites entreprises, les micro-entreprises, les entrepreneurs. Mais d'une certaine façon, c'est notre intérêt principal, c'est la régulation des risques industriels majeurs. Bon, je n'ai pas de nucléaire à Guernesey, mais je ne suis pas très loin de quelques centrales nucléaires au Cotentin et d'une usine de retraitement des déchets nucléaires à La Hague. Donc, nous avons des risques qui sont associés à ça, mais que nous ne contrôlons pas, puisqu'ils sont sur un autre territoire. Donc ça, c'est une question pour un autre jour, sans doute. Ouais, mais on gère ça vachement bien, vous inquiétez pas. Je m'en doute. Si je peux me permettre juste de faire une remarque par rapport à ce que j'ai écrit dans l'article et qui va dans le sens de Robin, c'est qu'effectivement, on le voit, moi, dans une précédente vie, quand j'étais plutôt dans le travail de prestation, du coup, dans des entreprises type Bureau Veritas, etc., où j'ai pu intervenir dans le nucléaire, j'ai vu que la prévention des risques, à quel point elle pouvait être structurée. Aujourd'hui, je suis plus effectivement sur une industrie légère. Et juste parce que tout à l'heure, il y avait des statistiques de CM2, je remets quelques chiffres. Effectivement, en fait, on voit que depuis les années 90, le nombre d'accidents mortels n'a pas diminué du tout dans les industries légères, petites entreprises, etc. Mais parce qu'effectivement, on n'arrive pas encore à aller toucher complètement ce public-là. Alors, je n'ai pas été touchée par AZF, mais pour le coup, j'avais été touchée par un accident dans une zone artisanale où effectivement, merci Dylan, où effectivement notre voisin d'à côté, donc nous on était une entreprise, l'emballage cartonné pour les aliments en supermarché, on était une centaine de personnes. L'entreprise d'à côté, ils étaient une cinquantaine de personnes. Et effectivement, il y a eu un accident mortel d'une équipe de maintenance parce que, par méconnaissance, parce qu'il avait envie d'aller vite, parce que
justement cet esprit sécurité n'était pas ancré parce qu'on n'a pas réussi, le risque, il ne le voyait pas en fait, même si c'était un engin de manutention qui permettait de porter des sacs d'une tonne. Effectivement, quand le sac d'une tonne tombe, on n'avait pas réussi dans cette entreprise-là à aller prévenir ce risque-là et faire prendre conscience à ce salarié. Donc effectivement, il y a, il y a deux vitesses, évidemment. Il y a les industries Céveso qui ont été très accompagnées, et tant mieux, parce qu'on ne veut pas d'autres Céveso, d'autres AZF et catastrophes. Mais il y a aussi une très forte frange d'industries qui sont beaucoup plus petites, hein, probablement la règle du 80-20 si on reste dans des chiffres très basiques, où on n'arrive pas à faire baisser les accidents mortels, parce que moi je suis plus sur le côté effectivement sécurité des hommes. Donc moi je trouve ça, enfin, en tout cas c'est pour cette raison-là que je me lève le matin, c'est pour essayer d'influer dans ce chiffre-là et pour aller donner des outils concrets dans les industries légères où aujourd'hui on n'y arrive pas encore à avoir un réel progrès. Mais même sur des sites, en effet, sur un site Céveso où on est sensibilisé, on a fait, nous, une enquête il y a peu de temps et on s'est aperçu en fonction des personnes et en fonction des services. Donc, en effet, on avait des services qui manipulent, qui sont beaucoup plus sensibilisés à tous les risques. Et on a fait en fait, le questionnaire, ça concernait vraiment tout type de risques. Et les réponses étaient plus importantes sur les risques majeurs qu'on a, type incendie, etc. Mais après, sur d'autres risques, on a eu de moins bonnes réponses. Et après, on est quand même beaucoup sur l'humain, parce que c'est quand même la première chose qui est prise en compte tout le temps. Hein. De toute façon, même les réglementations, on prend d'abord l'humain. Après, le risque, le matériel, ça se remplace. C'est du coût, mais ça se remplace, l'humain. Et on a un certain nombre de risques qui sont maîtrisés, mais on voit bien, nous, aujourd'hui, que nos risques les plus importants, comme ailleurs, ça va être du déplacement. Donc, ça va être de la petite entorse ou des choses comme ça, mais qui peuvent générer après des handicaps plus ou moins importants commencer. Et donc, on est en permanence aussi sur la sensibilisation. Et là, en effet, on a essayé de faire aussi pour sensibiliser l'ensemble du personnel, donc même des personnes qui sont en bureau et qui ont rien à voir, qui pourraient être dans n'importe quelle entreprise et où on n'a pas du tout le même niveau de sensibilité, même s'ils ont un niveau de sensibilité peut-être plus important parce qu'ils savent, mais on n'a pas le même niveau. Et pour rebondir donc sur la partie Covid, on a aussi eu une baisse de formation. De toute façon, les centres de formation, nous, on a des formateurs qui n'ont pas voulu se déplacer, donc absence de formation totale, en effet, sur toute une partie. Par contre, on a aussi supprimé, confinement oblige, tout ce qui est travaux. Donc, on a supprimé tout ce qui était non urgent. Donc, on a eu beaucoup moins d'interventions parce qu'en fait, on fait aussi travailler beaucoup de personnes. Et ça nous a permis, par contre, nous, ça a été un booster pour nous questionner sur notre organisation. Donc, ça nous a permis de réorganiser complètement notre organisation vis-à-vis des entreprises extérieures, vis-à-vis de comment on s'organisait pour pouvoir justement maintenir une sécurité, voire renforcer la sécurité sur le site. Je vois qu'on approche, on vient de dépasser l'heure symbolique. C'était ce qui était prévu. S'il y en a qui veulent réagir ou aborder quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, n'hésitez pas. Moi, je voulais avant tout souligner le fait que j'ai été surpris positivement par les interactions et le nombre d'exemples différents qu'on a eu. Donc, je vous remercie autant pour les intervenants que les gens qui sont présents pour regarder. C'est assez récent ce type de conférence qu'on fait là, donc ça permet de justifier quand même l'utilité que ça a c'est toujours super intéressant de voir des alumni qui ne se connaissent pas et de promos si différentes et d'écoles si différentes parler ensemble d'un thème qui les rapproche. Donc ça permet aussi de revenir à la base et l'essence même du réseau alumni, hein, le réseau, le réseautage, faire de la veille sur son domaine d'expertise. Donc, s'il y en a qui n'ont pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Je vais vous mettre un petit lien dans le chat, qui est le lien simplement de MinPlus, qui vous redirigera directement sur votre association.
d'alumni, s'il y en a qui veulent aller faire un tour sur leur profil pour le mettre à jour, ou pour simplement voir dans quel état est son profil, ou si vous voulez qu'on vous renvoie votre mot de passe, n'hésitez pas. C'est aussi de là que vous pouvez actualiser votre cotisation si vous voulez justement recevoir ce magazine, que ce soit en dématérialisé ou en physique, et pas mal d'autres choses. Après, nos actions sont assez différentes selon si vous êtes d'origine albigeoise ou douaisienne ou alésienne. Donc ça, je vous laisserai parcourir vos sites respectifs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci à toi pour la Merci. préparation de cet échange. Bonne soirée. Et lisez tous le magazine. Bien sûr.